Oh Thibaut, ça va? Ouais, Cyril. Dis donc, j'ai une très bonne nouvelle pour toi, hein. Et Quoi? puis pour moi aussi. Hein. Mick a perdu sa voix. Oui, yes. On va enfin avoir un peu de place dans l'épisode. Ouais. On va préserver Mais sa je suis voix. là quand même. Hein. J'ai attends, perdu ma voix à Vivatech, mais je suis revenu quand même. Il est là. Il est était là ou il est pas là? Mais si, il est là. On l'a entendu. Et je crois qu'il y en a un qui a toute sa voix. Ouais. C'est notre invité du jour, Olivier Babot. Et attention, ça secoue un peu. T'inquiète, on va faire un effort pour t'écouter. C'est quoi, j'ai bien réfléchi et franchement, on perd notre temps sur ce canapé là. On est là à rien faire, on n'a qu'une vie, c'est chaud. Un jour on va crever, on n'aura rien foutu. Ouais, t'as raison, mais bon, de là à manger des légumes, faut que tu procèdes par étapes parce que ton corps, il va pas supporter. French Tech, esprit critique pour Tech Éthique. Oh yeah, nous voilà dans un nouvel épisode de Trench Tech. C'est Mick Lévy, pas avec toute sa voix, mais qui est là quand même. Bien sûr, accompagné de Thibaut Leman. Salut Thibaut. Hello, hello. Et Cyril Chaudois. Yo ho ho, Moussaillon. Bon, il y a des jours où on a tous envie de rester bloqué dans un canapé comme Orelsan et Grange. Honnêtement, qui n'a jamais cédé à un Deliveroo ou à une livraison de pizza devant la flemme de préparer le repas? Oh mais grave, j'avoue. Et qui n'a jamais cédé à la facilité du doom scrolling, cet enchaînement léthargique et sans fin de vidéos qui disputent le futile aux distrayants sur Insta ou TikTok au lieu de prendre un livre ou d'aller faire l'amour? Non mais ça y est, t'as déjà craqué toi, mais c'est quoi le rapport? Ouais, je parle bien de rapports sexuels là, Cyril, parce qu'il paraît que le numérique est en partie responsable de la baisse record de la natalité en France. En gros, ce serait beaucoup plus facile de trouver du plaisir devant nos écrans que d'affronter les difficultés de la rencontre. Bon, pour la jouer courte. Et cette sombre affaire serait en train de s'appliquer à tout. De l'amour à YouPorn, de la lecture à TikTok, de la cuisine à Deliveroo, du grand cinéma à Netflix. Nous basculons dans l'ère de la grande paresse. Ouais, il faut quand même que je t'avoue que j'ai failli pas venir, moi. C'est un peu la flemme aussi. Hein. Ben voilà, super. Allez, voilà, exactement. Cyril, un mot à ajouter là? J'avoue que face à tant d'efforts de ta part pour cette intro complètement éclatée, non, je me convaincu là. Ok, bon, génial. On est bien barré pour cet épisode. Bon, en tout cas, j'espère que notre invité, lui, aura le goût de l'effort. Et j'ai pas trop de doutes parce qu'il a beaucoup à dire sur notre société de consommation qui serait source d'une paresse généralisée. C'est en tout cas sa thèse à Olivier Babot, notre invité du jour. Il est universitaire, consultant et président de l'influent think tank Institut Sapiens. À tendance ouvertement libérale, il a des prises de position fortes, régulièrement relayées dans les médias. Il a aussi écrit une quinzaine d'essais, dont Le nouveau désordre numérique, comment le digital fait exploser les inégalités, paru en 2020, et son dernier ouvrage, La tyrannie du divertissement, paru lui en 2023, et tous deux aux éditions Buchet-Châtel. Avec lui, nous verrons comment s'est fabriquée au fil des décennies cette nouvelle société de la flemme, avant de nous interroger sur le nouveau rapport au travail et à la productivité induit par le numérique et l'IA, avant de nous projeter sur les risques d'une humanité dénuée de tout sens de l'effort. Nos deux chroniques du jour, la philothèque et un moment d'égarement. Allez, il est maintenant grand temps d'accueillir notre invité. Bonjour Olivier. Bonjour, merci de votre invitation. Bonjour Olivier. Salut. Alors dis-moi, est-ce qu'on n'a pas fait de bêtises sur ta bio? Est-ce que tu as des éléments à ajouter peut-être? Non, c'est très très bien. J'ai un métier formidable parce que je suis payé pour écrire, prendre la parole devant des étudiants, des représentants d'entreprises. Je fais ça toute la journée et puis lire des livres aussi d'ailleurs et en écrire. Donc voilà, c'est vraiment c'est un métier assez sympa et vous avez bien résumé ce que c'est. Voilà. Bon bah génial. On est parti directement en se tutoyant. Parce qu'on s'est vraiment en train de s'installer pour nous dans le podcast. Ça te convient, je crois. Super, on va très bien. Ok, génial. Alors, il est temps maintenant de lancer le grand entretien. Trench Tech, esprit critique pour Tech Éthique. Alors, dans cette partie où on va traiter de la fabrique de la société de la flemme, je suis désolé, mais je ne peux pas m'empêcher de vous chanter une petite chanson. Voilà. Oh! Toi, comment il démarre bien cet épisode? Sois feignant, tu vivras content. Sois feignant, tu vivras longtemps. Je savais pas qu'il avait 170 ans, Thibaut. Bien évidemment, ouais, c'est Coluche, mais Coluche est un indémodable. Il y a le travail, c'est la santé aussi. Et le travail, c'est la santé, mais c'est pas lui qui l'a chanté. Et donc, Olivier, on t'a beaucoup écouté pour préparer cet épisode et tu utilises régulièrement ce terme marquant de la tyrannie du divertissement. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est exactement? Peut-être commencer par définir ce que c'est que le divertissement. Le divertissement, c'est cette façon d'occuper ton loisir, d'occuper ton temps libre
qu'on pourrait même appeler, qu'on pourrait appeler au sens propre l'oisiveté. C'est-à-dire, le divertissement, c'est vraiment celui où tu vas ne rien faire, mais peut-être même pire encore, c'est l'activité qui va t'aliéner. Alors, vous savez, ce concept d'aliénation, c'est un concept très marxiste. C'est l'idée qu'au lieu de te libérer, donc au lieu de t'agrandir, de te faire croître, de te faire mieux te connaître toi-même, tu vas en fait te perdre, tu vas t'oublier, tu vas t'éloigner à toi-même. C'est ça l'aliénation. Et ben, le divertissement, c'est l'activité, souvent donc oisive, mais pas seulement, parce que tu peux être en fait paradoxalement un peu actif dans ce divertissement. C'est l'activité qui t'éloigne de toi-même, c'est-à-dire qui t'aliène au lieu de t'émanciper, au lieu de te libérer. Et le loisir, pourtant, c'est souvent aussi donc synonyme d'activité. Parfois même, ça relève du principe étymologiquement premier, je dirais, du travail, c'est-à-dire accomplir quelque chose, même si c'est de façon à te divertir. Et c'est pas, on fait la distinction entre travail et emploi. Est-ce qu'on fait aussi facilement la distinction entre travail et loisir, par exemple ? Alors, c'est pas très facile en fait de séparer les deux. Regardez, prenez un artiste. Un pianiste, j'espère qu'il ne joue pas du piano que parce qu'il est payé ou que quand il est payé. J'espère que sa pratique artistique, elle est consubstantielle à sa vie. Ou alors, c'est quand même un artiste un peu bizarre. Il se trouve qu'il gagne sa vie en étant artiste, mais finalement, ce qu'il fait, c'est quelque chose qu'il ferait s'il n'était pas payé. En réalité, l'activité rémunérée, l'activité pas rémunérée, donc travail et loisir, je trouve que c'est pas toujours la ligne de démarcation la plus claire. Moi, je me souviens très bien quand j'ai commencé à être professeur, j'ai enseigné, je sais pas, je devais avoir 24 ans là, après mon agrégation. Et je me souviens très bien avoir pensé, mais je serais prêt à faire ça gratuitement. Alors, il se trouve que maintenant, je le fais en étant payé, je suis quand même content de l'être. Mais à l'époque, j'aurais vraiment fait ça gratos. J'aurais même quasiment été capable de payer pour le faire. Justement, on peut comparer au bénévolat aussi, parce que là, on parle de travail, loisir, rémunération par rémunération. Oui. Toute l'activité bénévole, c'est quand même un sacré travail. Et je sais de quoi je parle. C'est prodigieux d'ailleurs. Vous savez que l'économie sans bénévolat, la société tient pas. Ouais. Tout simplement, les grandes parties du bénévolat. Je ne parle pas seulement du bénévolat des parents avec leurs enfants, évidemment, mais plus généralement de ce qu'on fait auprès des associations. Moi, je trouve que beaucoup plus intéressant de comparer les activités qui aliènent et les activités qui émancipent. Et c'est vrai que très souvent, on a une vision du travail, surtout en France, très négative, justement un peu marxiste. Le travail, c'est l'aliénation. Voilà. Donc, moins on travaille, mieux c'est. C'est un peu l'idée qu'on a, vous voyez, en sous-texte. Dès qu'on nous dit, tiens, un peu plus de loisirs, le loisir, c'est forcément bien, parce que le loisir, c'est la liberté, c'est bien. Donc, on n'interroge même pas l'idée d'avoir plus de loisirs, en quoi ça change positivement. Ça change forcément positivement notre vie. On pense que c'est forcément quelque chose de bien. Le problème, c'est que, et ça on le voit pas assez, c'est que le loisir, il peut aussi être aliénant. C'est que cette activité, ça peut aussi être une activité qui vous éloigne de vous-même. Alors, si on parlait d'étymologie, loisir, ça vient du mot grec qui a donné école, scolé. En latin, c'est osium, que vous retrouvez d'ailleurs dans neg osium, le négoce, c'est le non-loisir au sens anglais, le busyness, le fait d'être occupé. Ça, pour un latin, le fait d'être occupé, c'était un truc d'esclave, en fait. Quand on était quelqu'un de bien, on n'était pas dans le busyness, on était au contraire dans l'osium, c'est-à-dire pour un grec, la scolé, c'est-à-dire le loisir studieux, ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui les façons dont vous allez vous cultiver, la réflexion, le sport aussi, parce que l'activité physique en fait évidemment partie. Elle est complètement associée à l'activité du cerveau. Tu dois être, pour un homme de l'Antiquité, un soldat, un homme physiquement fort pour défendre ta cité, et puis évidemment un citoyen éclairé pour bien voter à l'Assemblée. C'est deux choses qui vont ensemble. Tu nous renvoies au latin, tu nous renvoies au grec. Comment s'est construite cette tyrannie du divertissement finalement ? Est-ce qu'il n'y a pas une part de nous, humains, qui cherche depuis la nuit des temps, peut-être depuis l'homme préhistorique, à aller vers ces divertissements, à aller vers une certaine forme d'oisiveté finalement ? Je crois qu'on a effectivement en nous ce double mouvement. À la fois, on ne vit que par et pour l'effort. C'est-à-dire qu'on a tous été sélectionnés à travers la sélection darwinienne sur la survie et sur la reproduction, parce que vous savez qu'il y a deux formes de sélection darwinienne. Tu es sélectionné sur la survie, donc tu n'es pas bouffé par une bête sauvage, et sur la reproduction, c'est-à-dire que tu parviens à te reproduire, ce qui n'est pas toujours évident et ce qui est parfois même beaucoup plus difficile. Tout ça fait une sélection terrible, fait une concurrence, et qui fait que nous sommes chacun, êtres vivants, êtres humains qui vivons ici, d'ailleurs aussi les animaux, mais le point d'arrivée d'une chaîne d'individus qui ont fait énormément d'efforts pour arriver à surmonter des difficultés et qui ont déployé une énergie inouïe pour survivre dans un monde très fort, plein de contraintes. Et puis en même temps, on est donc fait par et pour l'effort, et en même temps, notre cerveau en particulier et notre intelligence est une machine à essayer d'éviter de faire de l'effort.
C'est-à-dire que dès qu'on peut routiniser un processus cognitif, par exemple, on va le faire. Ça a donné les biais cognitifs. Vous savez, les fameux Kahneman, penser rapidement ou de façon courte. Les biais cognitifs, c'est notre cerveau qui a trouvé une façon beaucoup plus économe en énergie pour arriver à, grosso modo, régler les problèmes qui s'opposaient à lui. Et toute notre technologie, si on réfléchit à leur histoire, c'est des technologies qui nous ont permis d'avoir plus avec moins d'efforts, voire quasiment plus d'efforts du tout. Regardez, quand on a inventé les lances composites, les paléoanthropologues montrent qu'on a baissé en taille musculaire, on a perdu en taille musculaire. Pourquoi ? Parce que c'était plus la peine de courir aussi vite. On n'avait pas à se crever la couenne pour arriver à attraper l'animal. On pouvait l'avoir à distance. Et puis, si on avait été un peu habile, finalement, c'est avec un minimum d'énergie, vous aviez un maximum de rendement. Ouais. L'histoire des technologies, c'est ça. C'est quelque chose qui nous permet de baisser nos efforts. Sauf qu'il y avait un truc et d'aller plus loin aussi, quand même, de nous dépasser. D'aller plus loin. Et de mieux maîtriser notre environnement. D'avoir accès à une partie du monde où on n'était pas fait pour exister. Je veux dire, les Inuits, on n'est pas fait pour exister là où il fait très chaud, là où il fait très froid. Ça, c'est des technologies comme les vêtements, par exemple, ou alors pouvoir voir plus loin. Naturellement, aller sur l'eau, il faut une technologie, c'est les bateaux. Je ne parle même pas de voler et puis de communiquer aujourd'hui. On n'avait pas prévu que le point d'arrivée de ces technologies, c'est le point où on vit aujourd'hui, c'est le point où ces technologies sont tellement puissantes qu'en fait, on peut quasiment s'épargner une bonne partie de nos efforts dans la vie. C'est-à-dire que jusque-là, ça faisait des dizaines de milliers d'années, centaines de milliers d'années que en fait, ces technologies, elles nous aidaient un peu, mais enfin, globalement, il restait beaucoup, beaucoup d'efforts. Enfin, même nos grands-parents, en fait, dans leur vie, il y avait plein d'efforts. Ouais. Et donc ça, c'est tout récent. Mais alors, on a bien compris que l'innovation technique, c'est consubstantiel de notre humanité, puisqu'on cherche toujours à amoindrir notre peine physique d'abord, puis notre peine cognitive aujourd'hui. Beaucoup d'intellectuels en ont parlé. Moi, je me souviens surtout de Michel Serres qui en parlait beaucoup et qui expliquait ça très bien. En revanche, qu'est-ce qu'on doit en conclure ? Les chasseurs-cueilleurs faisaient beaucoup plus d'efforts quotidiennement que nous, contemporains ? Alors, moi, j'adore revenir aux âges premiers, parce que plutôt que primitif, vous savez qu'on essaye de dire premier, parce que c'est l'idée qu'ils étaient là avant. Alors, c'est quoi d'ailleurs le paléolithique, les chasseurs-cueilleurs, pour que les gens qui nous écoutent le sachent, c'est en fait tout ce qui se passait dans l'humanité avant, il y a 10 000 ans. C'est-à-dire, en fait, il n'y a pas très longtemps, vous voyez. Parce que le néolithique, c'est-à-dire la sédentarisation, c'est tout récent, c'était environ 10 000 ans, ça s'est déplacé, ça s'est diffusé dans le monde en quelques milliers d'années. Mais avant, on était des chasseurs-cueilleurs, c'est-à-dire qu'on était des nomades, on se baladait par groupe de 100, on avait en général un enfant tous les 4 ans, on avait d'ailleurs une taille moyenne qui était plus élevée, plutôt 1m72, puis quand on est devenu sédentaire, on a perdu très très rapidement. On a commencé à avoir d'ailleurs des problèmes physiques, de dents, de dos, de genoux. On n'était pas tout à fait fait pour bosser la terre. T'as vécu à l'époque pour les connaître aussi bien que ça ? Non, mais ça, c'est des recherches pour montrer ça. Je sais bien. Mais donc, du coup, ils bossaient plus que nous, alors, en vrai ? Attends, c'est pas tant la question du travail que celle de l'effort. Est-ce qu'ils faisaient plus d'efforts ? Au sens cognitif même, si je comprends bien. Le travail. Le travail. C'est Salins notamment dans Âge de pierre, Âge d'abondance, qui a très bien montré que contrairement à l'image qu'on en a, c'est un gars de l'époque, un chasseur-cueilleur, il passe son temps à gratter la terre pour bouffer des racines, il meurt de faim tout le temps parce que c'est hyper dur de se nourrir. Parce que nous, dans la forêt, assez rapidement, on mourrait. Et ben en fait, c'est Koh-Lanta en pire. Koh-Lanta sans les caméras et peut-être les aides qu'il peut y avoir en coulisses, mais alors que là, en vrai, ce que nous montrent les paléoanthropologues, c'est qu'en fait, c'était plutôt une civilisation relativement cool du point de vue de ce qu'on appellerait le travail. C'est-à-dire qu'on a plutôt 4 heures de travail par jour. On peut parler d'une forme de semaine des 2 jours. Oui, c'est ça. Alors voilà, je venais de chercher là-dessus parce que c'est très surprenant. 15 heures de travail par semaine, ont prouvé les anthropologues sociaux. C'est-à-dire beaucoup moins que ce que faisait un Anglais lors de la Révolution industrielle, 15 heures par jour, quoi. Donc je comprends pas bien la théorie du fait qu'en fait, on aille de plus en plus vers le moindre effort et plus de paresse, alors que manifestement, ils en foutaient pas une rame à l'époque. C'est qu'en fait, la baisse du temps de travail, elle date du XXe siècle, et plus exactement de la deuxième moitié du XXe siècle. Elle est toute récente, elle a 80 ans, disons maintenant. Effectivement, si tu regardes au XIXe siècle, tu travailles 70% de ta vie éveillée, en fait. C'est-à-dire que tu ne vis pas très longtemps et tu travailles quasiment tout le temps. À un moment donné, il faut savoir qu'il n'y avait même plus de dimanche. Donc, on est très, très loin de la vie relativement oisive des chasseurs-cueilleurs. Donc, c'est ce que, si tu lis Claude Lévi-Strauss, si tu lis Jared Diamond, dans le monde d'avant. James Sussman aussi, qui est anthropologue social, qui a écrit Work, A History of How We Spend Our Time, et qui décrit ça parce qu'ils sont allés vivre avec justement des peuples premiers
issus, entre guillemets, en tout cas, les héritiers, on va dire, de ces peuples premiers, effectivement. Donc attends, tu disais, au 19e siècle, on travaillait 70% de notre vie éveillée. Ta vie éveillée, parce qu'effectivement, si tu enlèves le sommeil, on travaille environ 70%. C'est-à-dire que les ouvriers, évidemment, si tu n'avais pas la chance d'appartenir à la classe oisive, parce qu'il y en avait une quand même, mais quand tu étais un ouvrier, quand tu travaillais, ta vie, c'est avant tout du travail dans lequel tu intercalais un tout petit peu de loisirs. Alors, peut-être pour revenir quand même sur les chasseurs-cueilleurs avant de revenir à l'époque contemporaine, mais chasseurs-cueilleurs, oui, c'était une vie où on ne travaillait pas beaucoup, mais alors, du point de vue de l'effort, ce que je suis en train de voir, le bouquin suivant que je suis en train d'écrire là, c'est qu'en fait, c'est tout à fait différent. C'est-à-dire que c'est une vie où tu vis dans la peur du danger, tu vis dans l'angoisse et tu vis aussi dans une société qui t'impose d'être autre chose que tu choisis d'être. C'est-à-dire que tu es obligé d'avoir une certaine place sociale. Notamment, les rites d'initiation sont parfois extrêmement violents. Avec des brûlures, parfois on te coupe un doigt, il y a des mutilations sexuelles évidemment. Enfin, c'est des choses extrêmement violentes. Ta vie est quand même une vie de peur, ce que montre bien Diamond par exemple, parce que tu as peur en permanence, tu surjoues les peurs forcément parce que tu essaies justement de survivre, c'est une réponse normale. Et donc finalement, d'ailleurs tu marches tout le temps, physiquement c'est quand même beaucoup d'efforts. Donc à la fois c'est pas du travail au sens travailler à subsistance directement, mais c'est quand même une vie qui est un peu dure, notamment les personnes âgées sont souvent tuées ou abandonnées, et il y a beaucoup d'eugénisme. C'est qu'en fait, contrairement à ce que tu dis, sur les 15 heures, il y a 15 heures de boulot, mais le reste du temps, c'est pas de l'oisiveté, c'est plutôt on flippe à fond. On flippe à fond. Quoi. En fait, c'est pas de la liberté au sens moderne. Au sens moderne, ta liberté, c'est tu es sur ton canapé, tu fais exactement ce que tu veux, et s'ouvre à toi une infinité d'activités. Non seulement une infinité de contenus, mais tu peux vraiment faire tout ce que tu veux. Tu peux être baladé, tu peux regarder des choses, tu peux lire. Alors que ce que montre bien d'ailleurs Lévi-Strauss, par exemple, c'est que la vie d'un chasseur-cueilleur, la vie première dans des clans, c'est une vie où tu n'es pas un individu, tu es une personne. C'est-à-dire que tu es un membre d'un groupe, tu appartiens à ce groupe, tu n'existes pas sans lui. Et donc, tu es en permanence à 1 ou 2 mètres d'un autre être humain. Et cet autre être humain, il y a quand même d'ailleurs des hiérarchies dans le clan, et il va t'imposer ce que tu fais, en fait. Tu vas devoir participer à la fête collective, tu ne peux pas choisir la religion, c'est forcément celle de ton clan, etc. etc. Donc, finalement, tu n'as pas de liberté au sens moderne. Si bien que nous, on ne serait peut-être pas très heureux. Dans ce mode de vie paléolithique. Non, le changement d'époque violent, ça doit être compliqué. Ouais. C'est un peu violent. Alors, ce qu'on est en train de dire, c'est que bon, c'était pas de l'oisiveté, on est tranquille, peinard sur les canapés, même s'il n'y en avait pas, ils étaient plutôt en flip, on va dire, pendant ce laps de temps, donc c'était un stress quotidien. On a la montée, donc la descente de ce stress, peut-être avec un peu plus de moments sympathiques, mais on a la montée jusqu'aux 70% de l'activité éveillée. Donc ça, pendant 10 000 ans. Pendant 10 000 ans. Et puis là, globalement, on a une certaine redescente, si on se remet aujourd'hui, une certaine redescente de cette activité, on va dire, intellectuelle, de ce travail, pour avoir plus de oisiveté sur le canapé, comme on l'a entendu dans l'introduction. Et ça, c'est très récent, du coup. Ça, c'est très récent. Quelle est la part du numérique dans tout ça ? Comment est-ce qu'on voit les choses ? Si on regarde l'évolution du temps de travail dans une vie, ça a chuté à partir donc de la moitié du XXe siècle. Donc, avant le numérique, évidemment, avant l'informatique même, ça avait commencé avant. D'ailleurs, John Maynard Keynes, le grand économiste, avait dès les années 30 perçu que grâce au progrès technologique, on arrivait vers une société du loisir. Une société de l'oisiveté où la place du travail dans nos vies, elle est diminuée. Parce qu'il y a un autre phénomène pendant ce temps-là, c'est que notre temps de vie, lui, il a explosé. Notre espérance de vie, entre le début du 20e et la fin du 20e, elle a été multipliée par 2. Ouais. Donc en fait, et pendant ce temps-là, on travaille moins. Donc vous voyez que la place du travail dans nos vies... arithmétique. J'y arrivais pas mathématiquement, du coup on comprend effectivement l'effet ciseau, mais justement puisque tu parles de Keynes, lui dans son article de 1930 auquel tu fais allusion je pense, il disait que d'ici à 2030, donc 100 ans après, ses petits-enfants n'auraient à travailler plus que 15 heures par semaine, autrement dit comme les chasseurs-cueilleurs. De toute évidence on n'y est pas, donc c'était quoi, c'était un biais d'optimisme. Oui, un petit peu, enfin entre nous c'est quand même extraordinaire d'avoir réussi à sentir dans les années 30. Pas si on se souvenait, j'y étais pas non plus, mais si on voit à peu près l'état d'esprit des années 30, avoir senti arriver en effet une société
de l'oisiveté, c'est quand même totalement génial. Mais j'aimerais lui, bien arriver à- il annonçait ça grâce à la croissance du capital, de la productivité et des progrès technologiques. Donc effectivement, tout ça, on l'a. En revanche, la conséquence des 15 heures par semaine, on les a pas objectivement. Donc c'est pas tout à fait Alors, juste. on les a pas objectivement, mais enfin, si tu calcules aujourd'hui quelqu'un qui fait une carrière complète aux 35 heures et qui vit 80 ans, c'est-à-dire la moyenne d'aujourd'hui. Ils sont rares ceux qui font une... Les gens qui travaillent que 35 heures. Regarde les stats, mais j'imagine que tu les connais très bien. La plupart des gens travaillent plus de 40 heures par semaine. Et surtout, il y a d'un côté tous ceux qui travaillent à temps partiel, qui travaillent beaucoup plus finalement que ceux qui travaillent à temps complet. Et ceux qui travaillent à temps complet en CDI, et notamment sur toute une population cadre, et je te parle même pas des TNS, ils travaillent beaucoup plus que 40 heures par semaine. Donc les 35 heures toute sa life, j'en connais pas moi. Alors, moi non plus, j'en connais pas. Mais enfin, les moyennes statistiques, parce que c'est vrai que la moyenne est toujours trompeuse, parce que ce qu'il faut regarder, c'est la variance, évidemment, font quand même que, et d'ailleurs, c'est Jean Viard, qui est un grand sociologue du loisir, qui dit, en fait, aujourd'hui, le travail, c'est 10% de notre vie. Ouais. Moi, je dirais, c'est plutôt 15 à 20. C'est notre vie éveillée. Mais enfin, on revient là-dessus. Alors, la vie éveillée, c'est vraiment 15 à 20. Lui, il dit 10%, et je ne sais pas si il compte le sommeil ou pas, mais la réalité, c'est qu'au moins 80% de notre vie, c'est du loisir. Et à remettre en perspective du fait qu'on vit beaucoup plus longtemps qu'avant. Une grande partie de cette vie de loisir, c'est la vie, par exemple, à la retraite plus âgée. Oui, et considérant que... L'espérance de vie à la retraite, aujourd'hui, c'est 22 ans pour les hommes et 26 ans pour les Et considérant que... Les nouvelles retraites ou les anciennes retraites? En ce moment, alors il faut voir. Et considérant que tout ça, c'est à la fois l'allongement de la durée de vie, mais aussi le progrès social depuis 36 avec les congés payés. Donc c'est-à-dire que ce moindre effort, c'est aussi lié à un progrès social, parce que d'un côté il y a la notion, on y reviendra, un progrès technologique et donc productivité, etc. Mais il faut pas éluder l'aspect progrès social. Mais ça, je pense qu'on y reviendra. Oui, et je pense que on a encore 3 tonnes de questions sur le sujet, mais il est temps de faire un petit break philotech et on se retrouve tout de suite. De la philo, de la tech, c'est Philotech. Alors Emmanuel, dans une de tes dernières chroniques, tu nous as dit quelque chose qu'il faut absolument creuser. Selon toi, il est faux d'affirmer que l'IA est apparue dans les années 50. Est-ce que tu peux nous expliquer ça ? Alors en effet, je pense que c'est une erreur très largement répandue dans l'écosystème tech qui considère que l'IA est apparue dans les années 50 alors que son origine, elle est bien plus ancienne. En général, cette affirmation, elle repose sur le fait qu'Alan Turing a publié son célèbre article Computing Machinery and Intelligence, dans lequel il posait la question « Les machines peuvent-elles penser ?», en 1950. Pour les plus affûtés, l'IA serait plus précisément née à l'occasion du séminaire de Dartmouth en 1956, pour lequel John McCarthy a inventé ce terme. De fait, on suppose, voire on affirme, que l'IA est apparue à cette époque, alors que c'est l'expression qui apparaît, mais pas l'objet lui-même. On peut donc se demander si l'objet IA, pour peu qu'il existe, n'existait pas déjà avant qu'on le nomme. D'où 2 questions. 1. Faut-il qu'un objet soit nommé pour exister ? Et 2. Au-delà, nommer suffit-il à faire exister un objet ? Ouh là 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 là, ça ressemble à un devoir de philosophie. Voilà, faut-il un objet soit nommé pour exister ? Vous avez 4 heures, merci. Est-ce que tu veux dire que si le terme IA n'avait pas été inventé, l'IA n'existerait pas ? Alors, c'est une possibilité en effet, mais pour que tout le monde comprenne bien, si tu me permets, je voudrais commencer par la seconde question. Nommer suffit-il à faire exister un objet ? En 1956, le philosophe analytique anglais John Austin a publié un ouvrage intitulé « Qu'en dire, c'est faire », dans lequel il explique que le langage a une fonction performative, c'est-à-dire qu'il a la possibilité d'accomplir la chose verbalisée, de lui donner vie, et par suite d'influer sur les comportements de celles et ceux qui reçoivent ce langage. C'est ce qu'on appelle un acte de langage, c'est-à-dire un énoncé qui permet au locuteur d'agir sur son environnement et qui sera développé par le philosophe du langage John Searle dans son livre « La construction de la réalité sociale » et puis repris par le courant du constructivisme social. On peut donc considérer que l'invention de l'appellation « intelligence artificielle » a conduit à la perception de son existence, indépendamment du fait qu'elle existe effectivement ou pas. L'acte de langage a ainsi eu un effet psychologique sur celles et ceux qui l'ont reçu, c'est ce qu'on appelle l'effet perlocutoire. Donc le langage peut tout à fait créer une réalité, et par conséquent, nommer une chose peut suffire à la faire exister, au moins sur le plan symbolique. 1956 serait donc au mieux la date de naissance symbolique de l'IA. Mais ça ne veut pas dire que l'IA n'existait pas avant cette date, c'est-à-dire avant d'avoir été nommée. Donc du coup, on revient à la première question. Est-ce que tu peux nous répondre à la première question ? Alors tout à fait, mais moi ce que je te propose, c'est qu'on garde cette question, qui est à mon sens la plus importante des deux, pour la prochaine chronique. Histoire que d'ici là, nos auditeurs assimilent les éléments qu'on vient de leur soumettre
et qu'ils exercent leur esprit critique sur ce qui vient d'être dit. French Tech, esprit critique pour Tech Éthique. Mais quel partisan du moindre effort, celui-là. Il est bon, Emmanuel, il nous fait du Il est teasing bon, ouais. sur ses prochaines chroniques. C'est une grande première. Il va nous faire une série, en fait. Bon, Olivier, dans la séquence précédente, on a vu que la société avait profondément évolué et que l'avènement du loisir est d'une recherche de l'oisiveté finalement assez récente. Le corollaire de tout ça, c'est le travail. Et dans la suite du bouleversement du Covid est apparu le phénomène de la démission silencieuse, le quiet quitting, qui a vu des millions de travailleurs réduire fortement leurs charges, voire quitter carrément le monde du travail. Olivier, est-ce qu'il faut faire selon toi un parallèle entre ce phénomène du quiet quitting et celui de la grande flemme et de cette forme d'oisiveté un peu généralisée que tu as pu décrire avant ? Moi, je pense effectivement que c'est quasiment les mêmes phénomènes en fait, qu'on désigne. Il faut peut-être partir du sens qu'on donnait au travail jusqu'à il y a très peu de temps. Pourquoi il fallait travailler ? Alors évidemment, il y a la nécessité matérielle, il fallait survivre. Mais plus fondamentalement, le travail, il faisait partie de ce qui donnait du sens à ta vie, y compris sociale. Travailler, c'était avoir une place sociale, avoir un poste, et c'est très important, ça te définissait socialement. Et d'ailleurs, on le voit encore aujourd'hui, dans les dîners en ville, c'est plus facile de dire que tu as un travail plutôt que de dire que tu es parent au foyer, ce qui, m'a-t-on raconté, entraîne toujours un vide un peu gênant, comme si c'était inactif et inintéressant, alors que c'est pas vrai, c'est évidemment très intéressant, mais il y a toujours cette idée-là. Le travail, pendant très longtemps aussi, c'était l'idée un peu religieuse de la souffrance émancipatrice et expiatrice. Tu étais là pour que ça fasse mal, dans la pensée chrétienne. Hein. Tu étais là pour que ça fasse mal, tu étais là pour souffrir, tu n'étais d'ailleurs pas là pour te faire plaisir. Et puis, c'était le sens de l'histoire de ta vie qui était globalement une mise à l'épreuve avant la vraie existence du paradis. Paradis, être auprès de Dieu. Donc, ta vie matérielle, humaine était merdique, mais c'est normal, finalement, parce que tu es là pour... Non, mais t'étais pas là pour te la coller. T'étais là pour bosser. Voilà. Alors, la vision catholique est différente de la vision protestante. On pourrait écloser là-dessus, mais selon évidemment les fameuses distinctions de Max Weber sur l'éthique protestante. Mais globalement, le travail, il a donc une place essentielle dans ta vie. Ne pas travailler, c'est non seulement moralement dangereux, mais c'est socialement pas accepté. Et ça, c'est un truc qui a changé, puisque nous vivons dans une société désormais sécularisée, qui ne vit plus autour du fait religieux, qui l'a repoussé dans l'instance privée, où de plus en plus de gens se définissent en dehors. Et donc, en fait, le jeune d'aujourd'hui, il n'est pas venu pour souffrir. Il n'est pas venu pour souffrir, j'aime bien. Non, il n'est pas venu pour souffrir. Il n'y a aucune raison. Il est là pour se faire plaisir. Et si tu n'as pas une deuxième vie, tu n'en as qu'une. Et ta vie, elle va se définir en fonction d'une forme d'utilitarisme. C'est un peu, en gros, une morale hédoniste, utilitariste, un peu... Je vais dire grossière, mais je ne veux pas avoir de jugement. C'est une morale où tu te dis ta vie, elle vaut par la quantité de plaisir que tu vas y prendre. Ça, tu nous parles d'hédonisme, mais j'ai quand même un petit souci, parce que ce phénomène déjà, Mick, je suis désolé, de quiet quitting et de big quit, etc., a été remis en question par pas mal d'études. Bon, ça, c'est une chose. Mais au-delà de ça, on revient... Pour moi, désolé, à ce stade, c'est encore un tout petit peu confus. La différence entre loisir, travail, oisiveté, la liberté des chasseurs-cueilleurs qui en foutaient pas beaucoup mais qui flippaient le reste de leur vie, donc c'était compliqué. Là, moi j'ai quand même le sentiment qu'aujourd'hui, l'essentiel des gens qui travaillent ou qui cherchent à travailler le font quand même avec une quête de sens dans leur travail et par leur travail. Ça reste quand même un driver de travailler, et donc là on parle vraiment de travailler. En revanche, est-ce que l'effort au travail, qui est moindre parce que les outils, notamment technologiques, parce qu'on reste un podcast de techno, leur permettent ça? Donc ma question, Olivier, je suis désolé, mais est-ce que optimiser, c'est ne rien glander? Demandons-nous un truc. Quel est le pourcentage des gens, à notre avis, qui arrêteraient leur boulot s'ils gagnaient au loto? Pas beaucoup, les études le montrent justement. Il y a énormément de... Il est probablement très élevé. Non, la HBR a publié une étude qui montre que les mecs qui gagnent énormément d'argent et ceux qui gagnent à la loterie travaillent encore plus qu'avant. Alors, effectivement, de mon expérience, les entrepreneurs qui ont gagné de l'argent travaillent toujours. Quasiment, il n'y en a aucun qui arrête. Workaholic à fond. Sur du loto, ça me surprend un peu plus, mais en tout cas, l'idée, si vous vous souvenez de la pub Au revoir président, c'était le loto qui faisait la pub, où l'idée c'était quand tu avais gagné, par définition, t'arrêtais ton job. C'est une idée créative pour faire vendre, évidemment. C'est tu vends du rêve, gagner du pognon, arrêter de bosser. Mais c'est pas vrai, en fait. Exactement. Et en fait, quand même, alors c'est vrai que tout le monde ne hait pas son job, mais la plupart des gens, s'ils pouvaient ne pas le faire, ils ne le feraient pas. Donc c'est donc la définition d'un travail leur alimentaire. Job actuel. Et donc peut-être que ça leur permettrait de choisir le job qu'ils ont envie de faire. Mais je mettrai le lien vers cette article. Ils n'arrivent pas à avoir le job de leur rêve, c'est donc une autre question. Ouais, exactement.
c'est une autre question, effectivement. Ouais, d'autant que, attention, là, on parle un petit peu entre nous. Je pense qu'on a tous des positions dans lesquelles on exerce des boulots plutôt intellectuels, plutôt assez simples à réaliser d'un point de vue physique, plutôt assez épanouissant. En tout cas, je connais notre position autour de la table, mais je crois que tu es très épanoui dans ce que tu fais, Olivier. Tu nous le disais, il faut quand même se rappeler que la majeure partie des gens n'ont pas cette chance-là. Je parle en France, mais même plus largement, n'ont pas cette chance-là et travaillent parce qu'il faut bien travailler pour gagner de l'argent et pour survivre et pour nourrir sa famille aussi quand même. Souvenez-vous du débat sur les retraites. On entendait des dirigeants politiques dire 2 ans de travail en plus, c'est 2 ans de vie en moins. Donc le travail, c'est la mort. Et si les gens étaient tellement vent debout contre l'idée qu'il fallait augmenter des trimestres de travail, c'est quand même bien que globalement, peut-être que le principe du travail il est accepté, mais enfin que la plupart des gens se sentent qu'ils sont pas tout à fait. Oui, mais c'est pour la part du travail aliénant. Ça, c'est pour la part du travail aliénant, pour les 75%, je sais pas, de personnes qui ont un travail dans lesquels ils ne s'épanouissent pas beaucoup, effectivement. C'est plus facile de t'épanouir quand tu es prof à l'université que quand tu ramasses les poubelles, c'est sûr. Personne n'a comme vocation de ramasser les poubelles, on peut tout à fait le comprendre. Il y a beaucoup de travaux qui sont pénibles et qui sont physiquement usants, en fait. Ouais. La question, c'est la proportion. Alors, le progrès technique, puisqu'il faut parler technique un peu, et c'est bien, il a quand même de plus en plus tendance à diminuer ces travaux très durs. Souvenez-vous, l'agriculture, autrefois, ça vous brisait le corps, mais jusqu'au milieu du XXe siècle, hein, ça vous cassait. En fait, souvenez-vous, il y avait des porteurs d'eau, même au début du XXe. En 1914, Proust, il n'a pas encore l'eau courante, par exemple. Il y avait encore des porteurs d'eau. Porteurs d'eau, c'est un métier de merde. Je veux dire, et des métiers de merde comme ça, t'en avais une tripotée. Et il y en a de plus en plus aujourd'hui avec le numérique. Avec les click workers, si on parle des click workers, il y a énormément de travaux de merde. C'est les tâcherons des temps modernes. J'allais dire, il y a une face obscure, c'est la création des jobs de merde du tertiaire. Qui sont peut-être plus dans le bore-out, quoi. Ouais, t'as les bullshit jobs de Grébert d'un côté, parce que là, pour le coup, c'est quand même comptabilisé dans du temps de travail. Tout le temps que tu passes en réunion ou les bullshit jobs, c'est du temps de travail, donc c'est capitalisé. Ouais. Pour autant, c'est quand même un temps qui est absolument perdu. Et puis de l'autre, t'as les boulots de merde, comme tu viens de les citer, avec les tâcherons, les porteurs d'eau, etc. Et là, on a tout un tas de click workers, parce que là, je trouve qu'on regarde beaucoup depuis notre point de vue très occidental, mais à travers le monde, c'est pas tout à fait pareil. Exactement. Les click workers, c'est les nouveaux ouvriers de la révolution industrielle qui se passent plus à l'est, en fait. C'est comme les centres d'appel, d'ailleurs, aussi. Enfin, voilà, il y a plein de travaux où, objectivement, tu comptes naturellement le nombre de minutes que tu travailles. Ça, c'est normal. Avec beaucoup de gens, d'ailleurs, qui font ces métiers et qui sont des slashers, qui cumulent les métiers. On en connaît beaucoup aux États-Unis. Il y a eu pas mal de reportages sur les sujets où tu es à la fois Uber, tu fais du Deliveroo, du machin, du truc, du chouette, et tu as du mal à joindre les deux bouts. Donc, cette notion de déliquescence, entre guillemets, du temps de travail et de l'effort. Alors, pour cela, mu par le besoin de survivre, et pas par le besoin ou l'envie de s'épanouir, mais quand même. C'est une très bonne remarque. C'est ce qu'on dit. Vaut beaucoup pour l'Occident. Voilà. L'Occident riche des vieilles démocraties. Voilà. Qui est dans un état d'esprit totalement différent, évidemment, de l'Asie de l'Est, évidemment, d'autres continents. Ouais. J'ai un point pour toi, Olivier. J'ai un passif de technicien, de développeur, donc, et j'avais à l'époque une devise de dire que moi je suis feignant, j'aime pas faire 2 fois la même chose, donc si je pouvais trouver une mécanique qui me l'automatisait, j'en étais content. C'était comme Mick, en fait. Ouais, je suis un peu comme Mick. Et au fait, je me disais, comme ça, je vais pas refaire 36 fois la même chose. Ça, c'était un fait. Ouais. Et sur le fait, j'arrivais à optimiser mon travail comme ça. Mais plus j'optimisais mon travail, plus j'en avais. Et donc, au final, on rentre dans un cercle vicieux où on a beau se dire que la techno nous permet d'améliorer notre temps de travail. En fait, on nous en rajoute toujours. Enfin, en tout cas, si je regarde de ma fenêtre, probablement que ma fenêtre est un peu trop étroite, mais plus j'en fais et plus on m'en donne, au fait. Et donc, la techno a beau me faciliter certaines tâches, a pour moi l'envie de nous simplifier la vie. En fait, on est toujours connecté, on a toujours un truc. Les emails, ça pleure, ça pleut, mais le temps d'appeler, j'en ai 150 qui tombent. En fait, ça n'arrête jamais. Donc, j'ai du mal à voir cette. Ce que tu arrives à gagner, à quoi tu l'alloues, en fait? Est-ce que c'est pour faire autre chose ou non, pour on réalloue pour remettre toujours du travail, on remet une pièce dans la machine. Et moi, le côté feignantise, je dirais presque, j'aimerais bien. Et c'est peut-être pour ça que voir la retraite arriver plus tard, je me dis, mais quand est-ce que je serai feignant, moi, alors? C'est une bonne question, parce que la question que vous posez, c'est celle de la productivité. Cette productivité que la machine est censée nous donner
Et finalement, la machine, c'était bien ça. Regardez, Blaise Pascal, quand au XVIIe siècle, il invente la pascaline. pascaline. C'est pour aider son père qui a plein de calculs à faire, et c'est chiant. Et donc, Blaise Pascal invente la première calculatrice. Et c'est évidemment pour sauver du temps. Cette question qui se pose est fondamentale parce qu'il y a cette fameuse idée que on a du mal à voir l'augmentation de la productivité promise par le gain technologique dans les statistiques économiques. C'est le fameux paradoxe de Solow. C'est Solow, l'économiste, qui expliquait les ordinateurs, on les voit partout et on ne les voit pas dans les statistiques. Alors, avec du recul, on se rend compte que, en fait, ce paradoxe, peut-être, Olivier, il date de 87. Et c'était justement une question clé. Il est encore extrêmement débattu sur les gains de productivité du numérique. Ouais. Donc, on est preneur de ces éléments. Donc, effectivement, c'est très débattu. Alors, moi, les recherches que j'ai vues, quand même, c'est qu'on finit par les voir, les gains. Mais effectivement, c'est exactement comme pour l'occupation. Pourquoi on a toujours l'impression de manquer de temps, alors que théoriquement, des milliards de choses sont là pour nous aider à gagner du temps. C'était la question de Thibaut, ça. Quand j'étais jeune, c'était ma question. Quand j'étais jeune, pour prendre un billet, oui, c'est la question fondamentale. Et quand j'étais jeune, pour prendre un billet SNCF, je devais aller dans une agence, prendre un ticket. J'attendais 30 plombes pour prendre un Paris, je sais pas quoi, c'était pas Melun, c'était pas un Paris-Amiens, quoi. Ça m'avait pris la demi-journée. Aujourd'hui, vous comme moi, on fait ça entre 2 stations de métro, en 3 clics, et donc on a économisé un temps dingue. Mais je fais juste ma part de mauvais esprit. Je suis désolé, je te coupe dans ton argument, mais juste ma part de mauvais esprit. Tu as toujours la demi-journée si tu vas au guichet, mais tu peux aller plus vite avec ton téléphone. C'est évident. Okay. Bon, mais il y a le téléphone. Donc, du coup, ça va plus vite, donc tu gagnes du temps. Je suis pas allé à un guichet SNCF depuis 15 ans. Je l'ai fait il y a pas très longtemps, c'est pour ça que je te le dis. Bon, bref, faut éviter, ça me conforte dans l'idée. Donc on a gagné plein de temps, effectivement. Tu gagnes du temps et tu fais quoi de ce temps-là ? On a gagné du temps et le fait que c'est ce qui nous fait dire aussi d'ailleurs que le travail va pas disparaître, qui sera, je crois, un des débats forcément sur lequel on va arriver. Mais les désirs humains sont infinis, sont tellement grands que finalement on va toujours désirer d'autres choses. Est-ce que finalement le progrès technique est un trompe-l'œil ? Non. Mais regardez, on dit tiens, on travaille toujours autant qu'il y a 50 ans, alors qu'il y a eu plein de progrès techniques. Oui, mais ce qu'on ne voit pas, c'est qu'on consomme beaucoup, 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 beaucoup plus. Eh oui. Si tu veux t'offrir le mode de vie des années 50, je crois que tu travailles 1 heure par semaine. Si tu veux t'offrir le mode de vie des années 50, tu travailles 1 heure par semaine. Mais alors, justement, Olivier, petite question, moi aussi, un peu poil à gratter, mais est-ce que c'est pas une lecture un peu ironique, pour ne pas dire un peu cynique, d'une vision néolibérale qui viendrait dire que les gens bossent moins alors qu'ils veulent consommer plus, alors que c'est précisément depuis l'ère du capitalisme et la vision libérale que l'on pousse les gens à consommer et donc qui n'ont plus aujourd'hui les moyens de consommer ce qu'ils voudraient acheter poussé par depuis la révolution industrielle et qu'ils doivent travailler pour pouvoir se payer ces biens de consommation. Il y a une espèce de boucle là, un petit peu, je trouve ça vicieux. Je trouve ça un peu vicieux, ouais. Je suis d'accord, il y a peut-être une contradiction. Moi, j'ai pas peur de temps en temps de mettre en doute mes propres confiances, mes propres théories ou adhésions intellectuelles. Genre, moi, j'adhère à l'idée que l'individu doit être libre et cherche son bonheur de plein de façons différentes, mais qu'il le trouve pas forcément, et que c'est le drame et le tragique, mais aussi la beauté de la vie. C'est tout à fait vrai. Non, mais parce que le paradoxe, si tu veux... Aujourd'hui, on veut consommer toujours plus. On n'est pas prêt à renoncer à la consommation, c'est pas vrai. Mais on n'a plus tellement envie de bosser pour ça. Ouais, mais le paradoxe aussi, c'est que là où je trouve que c'est cynique, c'est que le propre même de cette pensée-là, ça a été depuis la révolution industrielle d'automatiser le plus possible pour accéder à plus de rentabilité, c'est-à-dire détruire de l'emploi humain, et donc c'est l'opposition capital et travail. Au bénéfice du capital. Donc ça veut dire que si tu détruis, entre guillemets, du temps de travail humain en le remplaçant par la machine, de fait, tu ne peux pas critiquer derrière le fait que l'humain ne veut plus travailler alors qu'il veut continuer de consommer, puisque c'est précisément ce que, en plus, tu lui mets sous le nez. C'est là que c'est un peu contradictoire, je trouve. Mais alors, tout à fait, d'autant plus que finalement, je ne me lamente pas de la fin du travail, puisqu'il est possible que le travail disparaisse. Et je ne dis pas qu'il faudrait qu'on travaille plus de façon générale, même si la France a un petit problème de ce point de vue-là. Mais la vraie question, c'est que ce temps que tu vas dégager, est-ce que tu vas aussi déployer des efforts pour bien l'utiliser ?
Et toute l'idée, c'est que ton temps libre, tu peux super mal l'utiliser. Il y a un livre vachement intéressant de Nicolas Eberstraat, justement, qu'il a remis à jour après le Covid, qui s'appelle Men Without Work. Et en fait, il montre que pendant le Covid, 7 millions d'Américains en âge de travail entre 25 et 60 ans sont sortis du marché du travail. Et la question qu'il pose, c'est qu'est-ce qu'ils font ? Et en gros, les études montrent que ces 7 millions d'Américains, c'est assez dur, disent, en gros, ils jouent à Call of Duty sous drogue. Voilà. They play Call of Duty high, stoned. 2000 heures par an en moyenne. Voilà. En fait, ces gens-là, ils sont sortis du marché du travail, ils bossent plus. Ils se font d'ailleurs entretenir par leur famille, par leurs amis, par le système, en fait. Ils vivotent. Mais ils vivotent sans rien faire en jouant aux jeux vidéo toute la journée, quoi. Ça, c'est probablement une mauvaise façon d'utiliser. Parce que le drame, c'est qu'il a les moyens de ne plus faire d'efforts, mais l'effort, c'est quand même ce qui te rend, d'abord ce qui te donne la santé. On sait très bien que la sédentarité est très mauvaise. On n'est pas fait pour ça. On est fait pour marcher beaucoup. Sans doute courir, on est fait pour faire des efforts, sinon ça s'use. Et de la même façon, l'intellect, il est fait pour être en permanence exercé, sinon il se défait. Donc c'est ça le drame, on a les moyens de ne plus faire d'efforts, alors que l'effort reste ce pour quoi on est fait. Voyez, alors que ça soit dans le travail ou dans le hors-travail, à la limite, c'est même pas la question. Je pense vraiment que la différence entre l'activité rémunérée et pas rémunérée est trompeuse à plein des égards. La vraie question, c'est l'activité que tu fais et est-ce qu'elle t'est profitable d'un point de vue humain ou pas ? Est-ce qu'elle te détruit le corps ou pas ? Est-ce qu'elle te développe l'esprit ou pas ? Alors avec toute la création de richesse qu'on a amenée donc par les gains de productivité qu'on a déjà évoqués, qui s'accélèrent encore manifestement, en tout cas c'est ce que semblent dire les études, qui s'accélèrent encore grâce à l'IA. On va parler d'une automatisation de plus en plus forte. De plus en plus de personnes commencent à évoquer la journée de 4 jours. Certains nous disent même qu'on n'aura plus du tout à travailler puisque c'est les IA qui vont créer de la valeur et de la richesse pour nous et qu'on n'aura plus à travailler. Est-ce que ce scénario te paraît réaliste de se dire, oui, peut-être bien qu'il y a toute une partie de la population, en tout cas, qui n'aura plus du tout besoin de travailler et qu'il va y avoir une certaine mort du travail ? Alors, c'est effectivement une question essentielle qu'on se pose aujourd'hui. Et il faut dire que les questions se posent, qu'il y a des grands experts d'un côté comme de l'autre qui ne sont pas d'accord. Bon. La première chose à dire, c'est quand même que le bilan du progrès technologique, même si on peut critiquer la modernité de façon générale, il est très positif. On n'a pas envie de vivre au XVIIIe siècle. On n'a pas envie de vivre dans les conditions sanitaires, dans les conditions de mortalité infantile, de confort du XVIIIe siècle. Moi, j'ai pas envie, ça c'est sûr. Et les gains de confort extraordinaires qui se sont faits au moment des 30 Glorieuses, on a oublié très rapidement combien ça a permis une vie objectivement meilleure, plus agréable. Personne n'a envie de revenir en arrière. Alors maintenant, la vraie question dans cette accélération qu'on est en train de connaître, c'est le grand philosophe allemand Hartmut Rosa là, qui parle d'accélération. Il a écrit un petit livre vachement intéressant là-dessus. Il pose effectivement la question de l'éventuelle disparition du travail. Et je crois que c'est totalement ouvert. J'y crois de plus en plus. Finalement, la vraie question, c'est quasiment celle de quand plutôt que celle de si. Ah oui. C'est un peu comme la fusion nucléaire. D'accord. Attends, quand tu parles de quand, c'est dans notre siècle ou c'est pas dans les siècles à venir ? Notre siècle, donc on est déjà quasiment au premier quart. Il en resterait... à partir de 2050, plus rien ne va, là, tel qu'on voit l'augmentation, parce que tout le monde prévoit maintenant l'AGI, l'Artificial General Intelligence, pour 2030. Donc 2030, c'est demain. Et c'est vrai qu'il y a quelques années, le principe de singularité, il était placé à 2050, effectivement, et donc c'est peut-être pour ça, non ? Ça ne fait que se rapprocher. Et donc à ce moment-là, si vous avez chez vous un robot majordome par exemple qui fait toutes vos qui nettoie tout, qui nettoie derrière vous, qui fait la cuisine, qui va faire vos courses, si vous avez des usines où des robots produisent des robots qui produisent des robots, il y a quand même une grande partie de la richesse humaine qui n'est plus produite par l'humanité. Et donc s'ouvrirait la question de revenu universel, c'est-à-dire que chacun ait un droit prescriptible à profiter de la prospérité. J'étais plutôt contre, mais je pense que ça sera un peu ça finira par être inéluctable. Il y a déjà d'ailleurs des formes de partage. On a accès à la culture inconditionnellement, à l'école, à la santé dans nos sociétés, parce que finalement, c'est notre part de la productivité collective, dont une bonne partie via des machines. Donc, c'est tout à fait possible. Mais moi, ma réflexion, c'est plutôt que ça sera le début des ennuis, en quelque sorte. Enfin, en tout cas, les ennuis qui commencent sont les ennuis très différents de ceux dont on a l'habitude. C'est parfait, c'est exactement ce dont on va parler sur notre troisième séquence. Mais avant, on va déguster un petit moment d'égarement de Laurent Guérin. Tu bluffes, Martoni. Ton arme n'est pas chargée. Oups, un moment d'égarement. Laurent, l'avantage dans la tech, c'est quand tout roule. Ou presque. Aujourd'hui, tu reviens sur une innovation tech le Segway. Le quoi ? Le Segway. Le c'est quoi ? En 2001,
Une invention révolutionnaire devait tout balayer sur son passage. Il s'agissait d'un moyen de locomotion unique, électrique, faisant l'objet d'un nombre de brevets incroyable. Son nom de code, IT. Non pas E.T. l'extraterrestre, juste IT. Son inventeur paranoïaque y travaillait en secret depuis plus de 7 ans. Il avait produit des dizaines de prototypes et avait même réussi à séduire des barons de la tech. Steve Jobs aurait déclaré à propos de IT qu'il s'agissait de la tech la plus incroyable depuis l'invention de l'ordinateur personnel. Jeff Bezos, quant à lui, aurait dit que l'invention en question était encore plus impactante que l'invention d'Internet. Et pourtant, le 3 décembre 2001, lorsque Hit est dévoilé en exclusivité dans Good Morning America devant 4 millions de téléspectateurs, la présentatrice de l'émission peut difficilement masquer sa surprise. J'ai envie de dire, c'est ça ? Non, ça peut pas être ça. Dit Diane Sawyer, qui n'est pas la mère de Tom. Dean Kamen, qui lui n'est pas le père de Nick, vient de dévoiler le Segway PT. Et force est de constater que l'effet est tout pété, justement. Ça tombe bien. C'est quoi le Segway PT ? C'est le premier transporteur auto-équilibré d'humains au monde. C'est comme ça que Kamen le présente. Eh ben, c'est pas super vendeur. Et pourtant, Nick a presque inventé la trottinette électrique. Sauf qu'à l'époque, le monde n'est pas prêt. On le sait, l'innovation, c'est aussi une question de timing. Ah ouais, comme le mini-disque. C'est toujours compliqué d'avoir presque raison, presque avant l'heure. Ouais, et le Segway PT se prend donc violemment les pieds dans le tapis. Les ventes sont catastrophiques. Il faut dire que le gyropode, du grec gyros, cercle, et podos, pied, coûte $5 000. Et ça fait un peu cher pour manger du béton. Ah oui, je t'ai pas encore dit, le Segway a un inconvénient majeur. Il est super casse-gueule. Comme si ça suffisait pas, en 2003, la totalité des 23 500 appareils vendus dans le monde font l'objet d'un rappel produit à cause d'un bug dans le logiciel qui pourrait enclencher la marche arrière pendant que tu es en marche avant et dont les effets secondaires peuvent inclure le décès. Au rang des accidentés du Segway, un président américain, ok, George Bush était accidenté au départ, mais c'est pas une raison. Une animatrice américaine de télévision, le coureur le plus rapide au monde qui se fait démonter par un caméraman en Segway. Et enfin, comme pour enfoncer le clou dans le cercueil, l'inventeur du Segway se suicide en Segway en se jetant du haut d'une falaise avec son gyropode. Ah oui, c'est vrai, je me rappelle vaguement avoir entendu cette histoire. Mais toi, Laurent Sherlock, tu as sûrement investigué le sujet et trouvé le vrai coupable, non ? Ouais, en effet, le suicide, c'est de la légende urbaine, mais c'est faux. Dean Kamen est bel et bien vivant, ce qui n'est pas le cas de Nick Kamen, ce jeune mannequin qui affola une génération de ménagères en se déshabillant dans un lavomatique pour les besoins d'une pub pour le 501, le jean iconique de Levi's. Ce n'est pas non plus le cas de Jimmy Heselden, milliardaire anglais qui rachète Segway en 2009 et se tue en 2010 dans un accident de Segway survenu alors qu'il se penchait en arrière pour enclencher la marche arrière pour laisser passer un homme et son chien en haut d'une falaise ou d'un ravin, selon le sens du spectaculaire ou du dramatique que tu veux donner à l'histoire. Le coupable, c'est donc le chien. Le sort s'acharne sur le moyen de transport casse-gueule. La planète entière se moque des excursions touristiques en Segway ou des escadrons de police plafonnant à 10 km/h, tels des troupeaux d'escargots. Et l'objet disparaît définitivement des radars en 2020, année qui voit la fermeture définitive de l'usine originelle. La marque est revendue en 2015 au chinois Ninebot, qui commercialise des trottinettes électriques sous le nom Segway. Aujourd'hui, une trottinette électrique vaut 10 fois moins qu'un Segway PT en 2001 et il s'en vend 20 millions par an. Il est quand même passé à côté d'un sacré magot, Dean Kamen. French Tech, esprit critique pour tech éthique. Sacré Laurent. Alors, on a fait un long voyage dans le passé tout à l'heure. On est remonté jusqu'au chasseur-cueilleur. Ce qu'on te propose à présent, Olivier, c'est de faire un petit saut dans le futur. C'est jamais évident, donc franchement, on sera très tolérant parce que la prospective, ça s'improvise pas et c'est un art divinatoire. Si on suit ton raisonnement, on va encore donc diminuer le travail par l'automatisation croissante et on vient d'évoquer les IA et la robotique à l'instant. Ça va nous permettre de faire moins d'efforts. D'accord, non seulement physique, mais aussi cognitif, on a bien compris. Mais à ce petit jeu-là, ça va nous mener où ? Qu'est-ce qu'on peut attendre ? Ça donnerait quoi une humanité qui serait débarrassée de tout sens de l'effort ? Des ectoplasmes ? Un grand risque. C'est une polarisation du monde. Est-ce que vous avez lu ou vu le film adapté à partir du livre de Wells qui s'appelle Machine à voyager dans le temps ?
qui imagine que je crois qu'on est en l'an 800 000, et quelqu'un qui est fait au 19e siècle et on voyage jusqu'à l'an 800 000. Et en l'an 800 000, il y a deux humanités. Il y a les Morlocks qui vivent sous terre, qui sont en fait les descendants des ouvriers, en fait, dans l'idée, et puis les Eloïs, je crois, les Elohim, qui vivent au-dessus, c'est-à-dire qui se font bouffer la nuit par les Morlocks. Il y a en fait deux humanités totalement différentes. Alors, je ne sais pas si on en arriverait là, mais en tout cas, il y a deux choix face à des machines qui te permettent de tout faire. Soit tu te laisses totalement aller, et là, c'est un peu le film, est-ce que c'est pas iRobot, je crois aussi, qui évoque l'idée que, en gros, l'humanité est plus ou moins morte parce que tout le monde est devenu obèse. C'est Wall-E de Disney. C'est Wall-E, pardon. Disney, dans les robots, c'est autre chose, ça, vous avez raison. c'est un autre débat. Je me confonds dans les films d'anticipation, dont chacun est toujours intéressant. Et effectivement, ils sont tous devenus obèses et ils ont quitté la planète parce qu'ils ont complètement salopé le truc. Et ils sont là, léthargiques. Et les robots vont nettoyer la planète Terre à notre place. Regardez la progression du taux d'obésité, du diabète de type 2, des maladies liées à la sédentarité. Aux États-Unis, la baisse de l'espérance de vie pour la première fois chez les Américains. C'est pas lié à la malbouffe, aujourd'hui. Alors oui, et au manque d'exercice. Moi, une grande comparaison à faire entre notre rapport aux calories et notre rapport au temps libre. Ouais. Pourquoi? C'est toujours cette phrase que je signale toujours, qui est cette phrase du biologiste Oliver Wilson, qui dit notre problème, c'est qu'on a un cerveau du paléolithique, des institutions du Moyen-Âge et les technologies dignes des dieux. Notre cerveau du paléolithique, c'est le même qu'il y a 70 000 ans. C'est-à-dire que notre cerveau, quand il y a des calories à disposition, nous dit mais vas-y! Parce que tu n'es pas sûr d'en recroiser un avant un moment. Donc, vas-y, il faut le prendre, il faut le stocker, parce que après, pendant très longtemps, tu risques de plus l'avoir. C'est Jared Diamond qui montre très bien que si aujourd'hui, les habitants du Pacifique sont souvent obèses et grossissent beaucoup, c'est parce qu'ils ont été sélectionnés à travers les âges, justement pour grossir très rapidement, pour pouvoir emmagasiner de la graisse, pour pouvoir résister à des voyages de plusieurs semaines entre les îles en pirogue. Et donc, vous savez qu'on n'est pas, on n'est pas à égalité face à la prise de poids. Hein. On a tous. En fait, ça dépend beaucoup de ce qu'ont vécu nos ancêtres, en gros. Est-ce qu'ils ont eu faim ou pas? Bref. Et donc, on a un rapport aux calories qui est encore extrêmement paléolithique. Et donc, c'est pour ça que dans le monde d'aujourd'hui, on n'est plus adapté. On n'est pas adapté à un monde où Walmart existe, où on a toutes les calories pour pas cher à distance, et où on peut manger gras, sucré, très salé, très fort. Bon, mais attends, Olivier, d'un point de vue, c'est pareil. Ouais, c'est ça. La question, c'était vraiment autour du sens de l'effort. Si vraiment on perdait tout sens de l'effort, alors j'entends que tu faisais le lien entre le nombre de calories, le temps disponible, mais si on perdait complètement le sens de l'effort parce qu'on n'en a plus du tout à faire, parce que la valeur se crée par elle-même, et parce que on n'a pas besoin de faire d'efforts intellectuels, on va pouvoir passer notre temps constamment sur Netflix ou autre, je sais pas ce qui arrivera demain, qu'est-ce que ça va te donner dans quelques années si on continue sur ce rythme-là selon toi? Alors, le risque, mais alors plus je vieillis, plus je me dis que je deviens un vieux con et c'est possible. Mais le risque, c'est qu'on entre de plus en plus dans ce que j'appelle la société du baba. Vous voyez le baba au rhum, là, ce gâteau tout spongieux, là. Je croyais qu'il parlait de Cyril Hanouna, moi. Qui est plus très à la mode, d'ailleurs, le baba au rhum non plus. C'est vrai? Ouais, je crois que ça se perd un peu. La question que je me faisais, c'est que tu deviens adulte le jour où tu te vois, ça m'est arrivé pour la première fois il y a quelques jours, commander un baba au rhum au restaurant, alors que jusque-là, je regardais ça avec horreur, en me disant, mais qui bouffe ce truc? Et là, Olivier, là, t'as la réponse maintenant. Je suis désolé. Non, totalement. Non, mais non seulement j'ai commandé, mais j'ai aimé ça. Et la glace rhum raisin, la glace rhum raisin aussi, peut-être. Putain, mais j'allais citer la glace rhum raisin. Mais là, non, j'en suis pas au stade de la rhum raisin. Tu sais que Manu Payette en parle dans son spectacle. Il dit putain, mais j'ai vieilli, j'aime la glace rhum raisin. Bon, pardon, fermeture de parenthèse. Je savais pas, mais on est tous pareils. Mais oui. La glace rhum raisin, exactement. Alors attends, la société du baba. Revenons à ta société du baba. La légende du baba, c'est que le gâteau aurait été inventé pour un roi ou un empereur, je sais pas, qui avait perdu toutes ses dents, mais qui adorait les gâteaux, donc il pouvait plus en manger, il était très triste, et donc on a inventé un truc où il y a aucun effort, il y a pas à mastiquer. Et vous savez que si tous nos enfants sont obligés de passer par la case appareil dentaire, c'est parce que la taille de nos bouches rétrécit. Et donc, il faut arracher les dents, il faut les arranger, parce que c'était pas fait pour ça. On était fait pour vachement mâcher, on fait plus l'effort. Si tu laisses tes enfants libres de choisir leur menu, ils vont toujours choisir frites, glace, sauf quelques enfants pathologiques qui vont vouloir des légumes. Brocoli. Enfin, globalement, tu vas vouloir le truc qui va être le plus puissant, le plus fort, peut-être le moins raffiné. Et ben, c'est pareil pour les contenus. Si tu laisses ton enfant tout seul devant Netflix,
devant YouTube, pardon, il est probable qu'ils finissent pas devant des tutoriels d'astrophysique. Il est probable qu'ils finissent devant les trucs quand même les moins intéressants, alors les Squeezie et autres. Oula, allez, bim, un deuxième nom, vite. Qu'on les invite après. Je sais pas, les différents. Léna Mafouf et puis un troisième, Thibaut Inchep. Mais je pensais que ça c'était à cause des algos de YouTube en réalité qui te poussaient. Non, tu regardes ce que tu veux sur YouTube, hein, tu rentres le truc et à partir du moment où il a vu que tu aimais certains contenus, il va t'en proposer d'autres types. Hein. Ça marche aussi pour la musique classique, ça marche pour les cours d'astrophysique ou de musicologie. Hein. Sauf que tu vas vouloir le truc le plus facile. Notre cerveau, et d'ailleurs, c'est pas parce que nos enfants sont méchants ou mauvais, parce qu'on est tous pareils. Notre cerveau, c'est le principe de la plus grande pente. Quand il peut ne pas faire un effort, il va la déléguer. Et donc, quand on peut, par exemple, moins mémoriser, moins exercer son cerveau, on va le faire. Et notre cerveau, malheureusement, il habite aujourd'hui dans un monde où tout vous propose de plus faire l'effort. L'algorithme propose de choisir à votre place la plupart du temps. Et la vérité, c'est que choisir, c'est fatigant. Ouais, mais voilà, donc c'est ça. Donc, C'est-à-dire qu'on se repose sur l'algorithme. On continue de déléguer des choses jusqu'à même nos choix finalement par les algorithmes. C'est ça le risque. Exactement. C'est exactement. Et alors, qu'est-ce qu'il faut entreprendre ? Comment on peut casser un peu cette espèce de phénomène dans lequel on est depuis la deuxième moitié du XXe siècle ? Quelles sont tes recommandations ? Le paradoxe, comme on l'a vu tout à l'heure, c'est que l'effort, il est à la fois naturel et à la fois il est naturel de vouloir lui échapper. C'est ça qui est un peu, un peu ambivalent. Bon. On a compris depuis un moment que pour lutter contre la sédentarité, il fallait faire beaucoup plus prendre les escaliers, pas les escalators, qu'il fallait essayer de marcher un peu tous les jours, qu'il fallait faire attention à ce que la vie nous permet de faire, c'est-à-dire très peu marcher, faire très peu d'efforts, peu d'activité physique. Donc, on va en recréer. Alors, ça peut être aller à la salle, ça peut être essayer de faire un effort pour marcher en ville, pour aller à la campagne, etc. Et je crois qu'on est à la phase où on est en train de réapprendre le mode de vie dans la société dans laquelle on est. La grande force d'Homo sapiens depuis toujours... Mais ça, c'est un message optimiste, là, Olivier. Là, tu es en train de nous donner un message optimiste. Parce que moi, je commence un peu à déprimer dans cet épisode, quand même. Je me surprends à l'optimisme de temps en temps, mais quand même... Homo sapiens, depuis le début, sa grande force, c'est sa capacité de résilience et à régler les problèmes qui s'opposent à lui et qui se posent à lui, y compris quand c'est des problèmes nés des technologies qui ont été inventées pour régler d'autres problèmes. Peu aussi l'histoire des technos. Bon. Si on a survécu à Néandertal, qui était pourtant plus puissant physiquement, c'est que nous, on était plus adaptables. En fait, hein. Vous savez que la fameuse erreur dans Darwin, c'est l'erreur de traduction. Survival of the fittest, on traduit les plus forts. Mais non, les fittest, c'est plus adapté. Oui, c'est ça. C'est les plus forts. Oui, la citation exacte, c'est les espèces qui survivront ne sont ni les plus intelligentes ni les plus fortes, mais celles qui s'adaptent le mieux. Voilà. Et c'est c'est notre histoire. Hein. Nous, on n'est pas fort, hein, on n'est pas grand-chose. Hein. Voilà, attends, tu es en train de nous dire ça se retourne un peu. Donc, quelles sont les solutions ? Qu'est-ce qu'il faut qu'on entreprenne ? En fait, on est en train d'en prendre conscience. D'abord, regardez le fait qu'on en parle. Fait qu'aujourd'hui, moi, je connais pas un parent qui soit pas ultra conscient de l'effet des écrans et du grand problème qu'il y a à faire rentrer de cette perte de l'effort dans le numérique à la bonne vitesse. Alors, on est en train de on développe des trucs. Les technos, elles n'ont pas été livrées avec le mode d'emploi la plupart du temps, ce qui est évidemment pas évident. Donc, on s'invente des modes d'emploi, on s'invente des pratiques. Même les téléphones, je veux dire, on appartient au monde d'avant, nous. Le smartphone 2007, on a grandi sans ça. Quand il est arrivé, on l'a adopté dans nos pratiques, mais aujourd'hui, on est en train de créer de nouvelles disciplines, peut-être. Peut-être que, comme moi, vous essayez de l'avoir dans une autre pièce quand vous êtes chez vous, de le poser dans l'entrée, de ne pas le regarder à partir d'une certaine heure, de mettre des limitations volontaires sur les applications et de vous créer une sorte d'art de vivre dans ce siècle technologique où tout est à portée. Mais dans cet exemple-là, justement, le goût de l'effort dans cet exemple-là pour nos enfants, c'est quoi ? C'est lâche ton téléphone, prends un bouquin, ou c'est utilise ton téléphone pour aller justement regarder des trucs intéressants ? Parce que là, on a vu récemment avec les annonces de ChatGPT 4o, plein de gens qui disaient mais c'est fantastique parce que les gamins vont pouvoir apprendre vachement mieux qu'avant, etc. Il y a aussi plein de vertus. Donc, c'est quoi cultiver le goût de l'effort aujourd'hui avec l'outil numérique à portée de main ? Effectivement, les deux, mon capitaine. C'est-à-dire qu'à la fois, moi, je crois qu'il se passe vraiment quelque chose quand tu lis un livre. Et je crois que ce serait dommageable qu'on sorte vraiment, comme malheureusement ça a l'air un peu d'être le cas, mais de la civilisation de l'écrit et qu'on soit dans une civilisation uniquement de la vidéo. C'est pas la même chose une image
et quelque chose où tu vas lire un texte qui va t'obliger à être actif dans ton imagination. Clairement. Il faut préserver ça. Et puis en même temps, sur les écrans, tu as des choses formidables. Tu peux tout apprendre en ligne. C'est d'une richesse inouïe. Je veux dire, nos ancêtres auraient pas rêvé d'avoir une fenêtre sur le monde aussi puissante. Même l'IA générative, ChatGPT et les autres, finalement, tu peux en choisir de faire du copier-coller et te vider le cerveau parce que tu n'as plus l'effort d'apprendre à faire les choses, ou tu peux en faire un outil extrêmement puissant. Et alors, moi, à la fin du bouquin que je suis en train d'écrire, je leur dis, l'un des chapitres, ça s'appelle Mes enfants sur TikTok et moi sur TikTok. TikTok, c'est vraiment le cas typique du truc qui est censé être le truc qui vous vide le cerveau, etc. Je dis, ces réseaux sociaux, d'abord, souvent, il y a énormément d'inventivité là-dessus, de créativité. Il y a une génération de formes artistiques, culturelles, auxquelles on ne peut pas tourner le dos. C'est réel. Et en même temps, être uniquement dans le doom scrolling, le défilement de la mort, c'est souvent pas le positionnement le plus intéressant. Et donc, mon idée, c'est de dire à mes enfants, vous l'êtes sur TikTok, très bien, on fait une chaîne. Et c'est ce qu'on a fait. D'ailleurs, on a 32 000 followers. Mais on a vu en même temps. Ça s'appelle comment la chaîne? Profites-en pour faire de la pub, tu dois en avoir quelques autres. On t'a pas vu sur le Crunch Tech, mais la double menace. Avec un nom comme ça, c'est pas étonnant. C'est important parce qu'on publie plus trop. Pourquoi? Parce qu'on s'est rendu compte que c'est un travail de dingue. Produire des contenus, que faire les montages, c'est des heures et des heures. Et donc, ça nous montre qu'il y a une bonne façon de prendre les technologies, c'est quand on en fait un levier de création, un levier pour augmenter justement notre désir de nous mettre en relation, d'apprendre de nouvelles choses et de nous développer. Et là, ça, c'est notre vocation humaine au sens le plus positif. Tu parles de TikTok, justement, puisqu'on y est. On voit que TikTok est quand même au cœur d'une activité politique, on va dire, assez intense entre l'Europe et, on va dire, dans le monde globalement. Et en règle générale, dans Trench Tech, quand on aborde ce genre de sujet, on aime bien aussi parler de nos politiques. Et là, on n'en a pas encore parlé. Donc, quel serait le pouvoir de nos politiques, justement, dans cet effet-là ? Ouais, c'est une vraie question. Que font les institutions? Que fait le pouvoir? Il y a des questions de gouvernance derrière les technologies, évidemment, et de pouvoir. Mais on cite souvent alors, la Chine qui a interdit plus de 3 heures de jeux vidéo par semaine aux enfants de moins de 18 ans, plus de 40 minutes de TikTok, l'équivalent de TikTok par jour, avec une raison extrêmement claire, c'est on doit protéger le cerveau de nos enfants de l'opium numérique. Bon. Nous, dans les démocraties occidentales, ça me paraît compliqué d'interdire les pratiques, même si en France, je ne sais pas si vous avez vu récemment, mais il était quasiment question de fixer un temps limite sur les écrans et de type de contenu. Moi, j'y crois pas trop. Je crois que c'est pas applicable, qu'il y a trop de détours, c'est difficile. En revanche, je crois de la prise de conscience, à de l'information. Aujourd'hui, les gens qui fument, ils savent ce qu'ils font exactement, ils connaissent les risques. Autrefois, ils étaient trompés. Donc, on peut dire qu'ils ne savaient pas, mais maintenant, plus personne n'ignore. Voilà, aujourd'hui, il nous faut de l'information sur les écrans. Alors, attends, du coup, quel est le rôle des politiques? Est-ce que les politiques, est-ce que l'État doit entreprendre quelque chose pour remettre ce goût de l'effort, éventuellement vis-à-vis du numérique, même de manière générale, pour remettre le goût de l'effort là, au centre? Est-ce que le politique a une responsabilité ou pas là-dedans, selon toi? Alors, le politique, oui, d'abord, si on parle de l'école. C'est-à-dire que c'est à l'école qu'on doit apprendre, pas forcément aller sur les tablettes, je pense qu'ils apprendront facilement, mais justement à avoir cette soif de savoir, de comprendre, d'apprendre, de retenir quand même. Et l'intérêt, par exemple, de lire des livres, c'est vraiment triste que la plupart du temps, la grande littérature, ça devienne un pinsomme qu'on vous oblige à faire quand vous êtes au lycée et que vous arrêtez le jour où vous avez passé votre bac. Je trouve ça un peu dommage. On n'a pas réussi à allumer. Ça date pas d'hier. Ça date pas d'hier, malheureusement. C'était avant le numérique. Notre génération, on est tous les 4 de la même génération. Quoi, tu lis plus de grands classiques, en fait, c'est ça? Moi, j'adore ça, perso. Mais c'est pour ça. Mais pour beaucoup, c'était effectivement déjà vu comme ça. Je veux bien croire que c'est une grande majorité, mais c'est pas non plus une généralité. Moi, par exemple, j'aimais pas mal la philosophie à l'époque de la terminale, mais je n'ai jamais lu autant de philosophie que depuis que je suis adulte. J'ai jamais lu les grands philosophes. Exceptionnel. Non, c'est pas ce que je dis. C'est que je pense que. Moi, je te le dis. C'est gentil. Je te fais un cœur avec les doigts. Vous le voyez pas, c'est un podcast. Mais ce que je veux dire par là, c'est que je me méfie des raccourcis quand même sur ce point. Les stats sur la lecture sont terribles. Oui, c'est vrai que c'est catastrophique. Les stats. Dramatique. Il y a une chute très rapide. Donc revenons. Donc tu disais à l'école de donner ce goût de l'effort en tout cas. Ouais. Ensuite, la question, c'est celle de régulation et de réglementation des algorithmes. Parce que c'est vrai qu'à un moment donné, il y a de l'ordre
quelque chose comme de l'ordre de la manipulation. C'est-à-dire que le marketing a toujours été l'art d'essayer de vous manipuler dans les comportements, dans vos attitudes vis-à-vis du produit. De plus en plus, on arrive à connaître tellement scientifiquement la façon dont votre cerveau fonctionne qu'on va arriver à vous influencer très très fort. Et finalement, c'est exactement ce qu'on appelle, vous savez, la captologie, de Stanford, c'est-à-dire l'idée qu'on on a appris comment fonctionne le cerveau et donc on a développé les applis pour capter votre attention et pour développer cette économie de l'addiction, de la captation de notre attention qui sert évidemment les plateformes. Tout ça, évidemment, est connu et reconnu par tout le monde aujourd'hui. La question, c'est non seulement la prise de conscience, mais peut-être aussi des formes de limitation. Est-ce qu'on doit obliger de temps en temps TikTok à dire « Attention, ça fait longtemps que vous êtes sur les écrans » ou est-ce qu'on doit essayer d'auditer l'algorithme de YouTube pour vérifier qu'il n'enferme pas dans les bulles cognitives? Tout ça, il y a plein de questions qui se posent. J'ai l'impression qu'il y a des réflexions, il y a des débats, il y a des études qui sont faites. Donc, on est dans la bonne direction. C'est-à-dire qu'on est conscient du problème. Et être conscient du problème, c'est souvent en fait le problème majeur pour arriver à le régler. Oui. Donc c'est déjà bien. Aujourd'hui, on est identifié. Il y a 15 ans, c'était pas le cas. C'est tout récent ce qu'on se dit. C'est vrai, c'est vrai. La prise de conscience, elle est ultra récente. Donc moi, je suis plutôt optimiste. Ça, c'est clair. Ça, c'est clair. On peut d'ailleurs se dire que la prise de conscience a tardé à venir. Oui, non, c'est exactement ça. Je trouve qu'on commence à en prendre conscience et moi, j'en entends de plus en plus parler autour de moi, ce qui n'était pas le cas au début ou quand on s'est lancé justement dans ce podcast-là. Donc, c'est plutôt pas mal. Si, ça vient de plus en plus effectivement sur le tapis, mais manifestement pas assez vite. Et c'est vrai que là où l'autorité chinoise veut limiter le temps d'accès aux écrans, notamment sur des plateformes type TikTok chez eux, il reste quand même un TikTok qui essaie de capter au maximum le temps de cerveau disponible de nos gamins dans les autres pays, effectivement. Et ça pose d'ailleurs de vrais sujets, y compris au niveau politique. J'ai une dernière question pour toi, Olivier. Comment on verra l'époque qu'on vit, parce que là, il y a beaucoup de choses qui changent et qui changent vite. Ce que tu nous disais, tout ça est très récent. Si on se met dans 100 ans, dans 200 ans, voire beaucoup plus tard. À la Keynes. Alors, on a eu une invitée, Anna Lambert, qui nous rappelait il n'y a pas si longtemps que Platon, il y a 2500 ans, s'était prononcé plutôt comme étant contre l'écriture, alors que lui-même écrivait beaucoup par ailleurs, et en expliquant que selon lui, on allait perdre notre humanité parce qu'on n'aurait plus de mémoire à exercer, puisque comme on écrit les choses, on n'aurait plus à s'en souvenir. Bon, vrai ou pas vrai, je ne sais pas ce qui est advenu pendant 2500 ans sur le sujet, mais finalement, les sujets sur lesquels tu nous alertes, comment on les verra dans 2500 ans? Aujourd'hui, on ne peut pas se dire, il ne faut pas écrire, tu vois, tu es en train de nous dire tout l'inverse. Déjà, je crois que Ray Kurzweil a dit récemment, si tu arrives à survivre aux 5 prochaines années, il est probable que tu vives 500 ans. Parce que alors là, c'est encore autre chose. C'est Ray Kurzweil. Il faudrait qu'on fasse un épisode avec lui parce qu'on a pas mal de choses à se raconter. C'est sûr. C'est pas le futurologue, peut-être. Non. Mais en tout cas, il n'est pas impossible pas totalement impossible qu'on y soit dans 100 ans. Ça me paraît très difficile à dire, mais en fait, il faut partir de la nature humaine, qui est effectivement celle toujours du désir d'abord de survie, la capacité de résilience, et puis la capacité quand même au fond de nous de curiosité, c'est-à-dire à aller créer des choses inattendues avec les moyens qu'on a. C'est ce qui s'est passé avec effectivement la lecture et l'écriture. On a perdu vraiment de la mémoire par rapport à nos ancêtres qui avaient beaucoup plus de mémoire quand l'écriture était beaucoup plus rare, cher, mais on a gagné d'autres possibilités. Par exemple, les livres nous permettent d'échanger beaucoup plus facilement de la pensée. Peut-être que demain, on va pouvoir échanger aussi de la pensée d'autres façons, à travers, évidemment, Neuralink, et de façon qu'on n'imagine pas. Ce qui est toujours fascinant, c'est que ça crée de nouvelles formes artistiques, que ça crée de nouveaux modes de vie, et c'est cette indétermination humaine qui lui permet de s'adapter aux nouveaux modes de vie qui est le côté le plus fascinant en fait de notre espèce. Donc je crois qu'il n'y a pas de raison que ça s'arrête. Il n'est pas impossible que notre humanité, pourquoi pas, devienne un peu soit transhumaine, soit post-humaine, ce qui paraît que c'est le débat de plus en plus. Est-ce qu'on ne va pas finir par quitter notre corps, s'hybrider dans un premier temps, quitter notre corps dans un deuxième? Tout est possible. Vers une noosphère à la TR de Chardin. Juste, voilà. J'aime beaucoup ce que tu as dit juste avant. Là encore, désolé, je suis un peu fan de Michel Serres, mais il lui disait que nous étions une sorte d'être qui perdait autant qu'il gagnait, et je crois que c'est ce que tu as dit là à l'instant, et donc moi ça me fait penser à Michel. J'avais envie de le dire, et là-dessus je suis assez d'accord avec toi. Ce que l'on perd, on finit par le gagner ailleurs. Et ça va nous faire une bonne conclusion. Merci beaucoup Olivier pour avoir passé ce temps avec nous, pour avoir partagé tes réflexions sur ce délicat sujet. On renvoie pour tous ceux qui veulent poursuivre l'échange et te lire aussi à La tyrannie du divertissement, ton
ton dernier livre paru en 2023 aux éditions Bûcher-Châtel. Et tu l'as évoqué plusieurs fois. Je crois qu'on ne trahit pas complètement le secret en disant que le titre de ton prochain livre sera donc Les 30 paresseuses, et qui sera publié en octobre 2023. Toujours chez le même éditeur ? Oui, même éditeur. Change pas une équipe qui gagne. Tant qu'il n'y a que 30 paresseuses en France, ça va. C'est tout à fait ça. Merci Olivier, à très bientôt. Au revoir. Merci Olivier, au revoir. French Tech, esprit critique pour Tech Éthique. Et bah voilà un épisode qui n'a pas été feignant dans le fond. Et après l'effort, le réconfort. Et après l'effort, le réconfort, voilà. Moi, j'ai bien aimé son lancement où il nous parlait de la relation entre l'aliénation et l'émancipation. J'ai vraiment plus de voix là, je suis en train de galérer. Donc, aliénation versus émancipation. Et il disait, quelque part, quand on se perd dans le divertissement, on subit une autre forme d'aliénation. On a l'impression d'être libre parce qu'on fait ce qu'on veut. Mais en fait, on subit finalement une certaine forme de divertissement qui nous amène encore plus d'aliénation que celle qu'on pourrait avoir au boulot, en fait. Alors, autant ça, je peux l'acheter quand on parle de techno et le fait d'être aliéné parce que les plateformes sont faites pour nous aliéner avec des algorithmes qui nous maintiennent éveillés, éveillés c'est vite dit au contraire, mais avec le doom scrolling, etc. Autant je ne partage pas complètement dans l'absolu. Et notamment, moi, ce que je retiens, c'est que ça reste un peu confus, en tout cas pour moi, ces distinguos entre loisirs, aliénation, travail, effort. Il y a une espèce de gloubi-boulga. Je ne sais pas très très bien trier le truc. J'ai pas tout en compris. même temps, il l'a dit, les zones, et on le lit beaucoup dans diverses études, les zones sont en train on parle de blurred de se brouiller même les unes entre les autres. Quand est-ce qu'on commence à travailler, quand est-ce qu'on arrête, effectivement, notamment quand on est dans des boulots intellectuel, la frontière est de moins en moins évidente. Moi, ce que j'ai pas bien compris, c'est ce qu'il défend finalement, parce que l'effort, j'ai pas bien compris à quoi il attribuait l'effort. Est-ce que c'était au travail ou est-ce que c'était à faire quelque chose de ton temps libre, quel qu'il soit, d'intelligent ou d'intéressant, plutôt qu'effectivement rester comme une vache. Moi, je le comprends comme étant finalement l'effort, quelque chose qui va permettre, par ton action, qu'elle soit rémunérée ou non, si on se ramène au travail, d'apporter la valeur, soit humaine, soit de la valeur à la société de manière générale. Et ça demande un effort, plutôt que de faire du doom scrolling qui n'apporte zéro valeur à personne, si ce n'est éventuellement au créateur du contenu et surtout à la plateforme. Mais là, on est encore dans autre chose. Mais c'est surtout un point, je me sentais un petit peu déconnecté sur le sujet, puisque si je reprends la définition qu'il a donnée au début, c'est que le divertissement, c'est occuper son temps libre. Et que pour moi, la technologie, elle est censée nous attribuer du temps libre, et donc du coup, ça j'en ai parlé dans l'épisode, mais qui devrait du coup nous libérer du temps pour justement ces espaces de liberté. Or aujourd'hui, on constate, et on le dit, on est une société ultra connectée, où on passe son temps à recevoir des emails, à répondre à des instances, etc., où finalement ce temps libre, ce temps de divertissement, pour moi, il est quasiment de plus en plus faible. Enfin, mes week-ends sont hyper courts, mais tant de... Non, mais arrêtons de dire mais. Non, mais regardez au global. Je te résume le début. Je t'ai dit que moi, je me sentais déconnecté de ce sujet-là en me disant... toi, personnellement, d'accord. Mais finalement, finalement j'ai du mal à le trouver. Ce qui est intéressant dans la question de Thibaut, c'est qu'est-ce que tu fais de ces poches, entre guillemets, de gains de temps, à quoi tu les réalloues? Et c'est exactement la question que se posent les entreprises aujourd'hui avec la pénétration des IA génératives, en se disant on ne voit les IA que sous l'angle du gain de productivité, et heureusement, il y a quand même certaines entreprises qui se disent qu'est-ce que je fais de ces gains de productivité par tête de pipe, entre guillemets, passez-moi l'expression, c'est pas très joli. Est-ce que ça se traduit par une réduction de la masse salariale équivalente? J'espère que non, ça serait une hérésie. Mais à quoi j'emploie en fait cette poche-là? Et c'est la vraie question, me semble-t-il, mais on n'a pas eu beaucoup de réponses. Mais pour revenir à la remarque de Thibaut, nous, on a forcément un spectre un petit peu particulier, puisque notre temps libre, on le passe avec vous à faire ce podcast. Et c'est une réalité. Le podcast, rappelons-le, c'est l'occasion de le rappeler, on ne le dit pas assez. La question, c'est est-ce qu'il apporte de la valeur ? Totalement indépendant, et totalement autonome, et il est totalement bénévole. On fait ça pour l'amour du sur risque. Notre temps libre. Bon, il y a une stat incroyable quand même. Au 19e, selon lui, on travaille 70% de notre vie éveillée, quand aujourd'hui, ça ne serait plus que 10%. Et que c'est une tendance qui est hyper récente plus longtemps, par contre. Depuis la moitié du 20e siècle. Mais là aussi, c'est pareil, c'est que des stats ou des chiffres, je veux dire, il faut à un moment donné les recontextualiser. C'est-à-dire que si on ne va pas chercher le point qu'on vit plus longtemps qu'à cette époque-là, et Dieu sait que tu commences à travailler beaucoup plus jeune, des gamins bossaient dans les usines pendant la révolution industrielle en Angleterre ou ailleurs, et donc forcément, tu bosses beaucoup moins de temps cumulé sur toute une vie. Mais moi, ce qui m'a un petit peu gêné, en fait, ce sont tous ces trucs-là qui arrivent comme des vérités et qu'on recontextualise pas toujours.
lourds et qui sont un peu trompeurs selon moi quand même. Il y a des choses aussi, sans vouloir faire le défaitiste absolu, puisque finalement à la fin il a conclu quand même par des choses, mais j'ai l'impression que peu importe le prisme que l'on prend sur le sujet tech, la finalité est toujours plus ou moins on va dans le mur. Si on prend le côté écologique, on va dans le mur. Si on prend le côté sociétal, on va dans le mur. Si on prend le côté création de valeur, etc., on va dans le mur. Parce que ça fait vendre de dire ça aussi, Thibaut. Toi, tu vas finir sur ton canapé à jouer à Call of Duty en fumant des pètes. Fumant French Tech. Et voilà, plus ou moins 60 minutes viennent de s'écouler et normalement, votre regard sur notre sens de l'effort n'est plus tout à fait le même qu'au début de l'épisode. On espère que cet épisode vous a plu et qu'il a une nouvelle fois permis d'exercer votre esprit critique pour une tech éthique. Si c'est bien le cas, il vous reste une seule chose à faire. Postez un avis 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify, levez un pouce sur YouTube, partagez cet épisode autour de vous. Il vous semble que tout le monde le dit à chaque podcast ? Oui, mais c'est vraiment important pour nous, c'est ce qui nous fait avancer. Et puis, sachez qu'on va se terminer avec la citation habituelle. Woody Allen, encore. J'ai pris un cours de lecture rapide et j'ai pu lire Guerre et paix en 20 minutes. Ça parle de la Russie.